Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de parler avec Renaud Laliberté d'un sujet qui nous sort un peu de ma zone de confort, bien honnêtement. On a parlé d'anxiété financière, de notre relation avec l'argent. Je pense qu'on est dans un contexte économique qui n'est pas évident à ce niveau-là. Moi, il y a des statistiques, en fait, qui le prouvent que 85% des Québécois ressentent de l'anxiété financière. Fait que je trouvais que c'était un sujet important à traiter. Puis Renaud vient de lancer un fabuleux projet qui nous parle, qui est une plateforme d'éducation par rapport à l'économie, à la finance. Je pense que vous allez ressortir de l'épisode avec des petites pistes de réflexion puis des outils pour mieux gérer votre argent, c'est ce que vous souhaitez. Donc, je vais vous dire un gros merci d'être là, évidemment. Je vous encourage à partager l'épisode, à vous abonner à la chaîne, à venir me voir aussi sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et je vous encourage aussi à découvrir mes fabuleux partenaires et utiliser les codes promo. C'est eux qui rendent le tout possible. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. OK. Est-ce que mon veston est... Oh my God. Tiré aux 4 épingles, c'est parfait. J'ai mis mes petites épaulettes juste pour toi. En plus, t'as tellement l'air officiel. Là. Je me suis La fille est en business. Là. Elle essaie d'avoir l'air crédible de parler de notre sujet d'aujourd'hui qui est l'argent. Oh yes. Puis j'en parlais tantôt avec Nicole à quel point je me sentais comme imposteur. J'étais comme... Je sais pas, mais c'est une bonne idée, là. Genre, dans le sens... Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je crisse là? Genre, c'est... Je suis... J'allais dire inculque par rapport à ça. Probablement comme la majorité des gens, en fait, dans le sens... Je me sens pas outillée, je me sens pas éduquée. C'est peut-être pour ça que c'est important d'en parler, finalement. Ouais. C'est vraiment une période tough pour tout le monde. Économiquement, le monde est anxieux. Hein? Je t'avais partagé une étude, je pense que c'est Centraide qui l'a faite. En tout cas, c'est Centraide qui l'a publiée, qui dit que comme 85% des Québécois sont anxieux, soit de un peu à sévèrement anxieux à cause du cash puis de l'économie, finalement. Fait que... C'était récent comme étude, là, c'est comme particulièrement dans les dernières années, j'imagine, avec tout ce qui se passe. Là. Les 2 dernières années, ça a été comme tellement... bizarre, là. Ouais, je vais pas dire fucked up. Je sais pas c'est quoi le niveau de vocabulaire là, sur ton podcast. On peut sacrer, là. C'était fucked up, là, les dernières années. On se le cachera pas, là, je veux dire. Avec la pandémie, et puis c'est ça, finalement, qui a causé la situation économique qu'on a actuellement. Parce que, intéressant pour introduire là, la question de c'est quoi l'inflation, etc. Il y a plein de monde qui dit, dans le fond, l'inflation, c'est les prix augmentent. Les prix augmentent vite. Mais je veux apporter une petite nuance là-dessus que je pense qui est intéressante, c'est que, tu sais, quand, mettons, le prix de l'essence augmente vraiment vite, là, on peut dire comme, il y a vraiment de l'inflation dans le prix de l'essence, right? C'est comme si les prix ont augmenté vraiment vite. Ouais. Mais quand tous les prix augmentent en même temps, vraiment vite, c'est ce qu'on vit en ce moment. Est-ce que, dans le fond, c'est la perspective que j'essaie d'amener, est-ce que c'est vraiment tous les prix qui augmentent en même temps ou c'est ta pièce qui vaut moins cher? Ouais, OK. Tu comprends? Ouais. C'est comme si, à cause de ce qui se passe en ce moment... On est plus pauvre. Ben oui, carrément, ton même dollar, ton même 100$ fait vraiment pas la même épicerie qu'avant, là, qu'en 2019. Clair. C'est fou, là. Notre pouvoir d'achat, finalement, est réduit. Puis je pense que c'est important, justement, d'en parler parce que le manque d'éducation, moi, ce que je considère, je sais pas si tu es d'accord avec moi, le manque d'éducation par rapport à ça. Puis c'est d'ailleurs pourquoi tu es là, parce que tu as lancé une plateforme que c'est sûr qu'on va parler. Ouais. Mais c'est sûr que je veux que tu te présentes avant, si jamais que les gens te connaissent pas ou quoi que ce soit. Sure. Ben oui, dans le fond, moi, c'est Renaud. Enchanté. Renaud Laliberté. Oui. Je suis un avocat. Je suis devenu avocat en 2011. Je suis spécialisé en droit des affaires. Particulièrement de la technologie. J'ai une expertise en protection des données personnelles. Dans les 12 dernières années, j'ai peut-être négocié pour 400 millions de dollars de contrats pour mes clients. C'est très pour des entreprises qui sont pas nécessairement connues du grand public. Là. C'est des entreprises qui vendent des logiciels à d'autres entreprises. Là. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde connaît. Par contre, j'ai un dossier que j'ai fait qui est plus grand public récemment. J'ai fait les termes et conditions puis la politique de confidentialité. La première version
du moins, pour le passeport vaccinal. Fait que ça, c'est quelque chose que tout le monde avait dans les poches. C'est le dossier peut-être le plus connu que j'ai fait. Tu sais, l'espèce de truc que tu lis pas, puis tu cliques j'accepte, là, ben, c'est moi qui l'écris. Ça, c'est moi. Ouais, c'est moi qui fais ça. Fait que, mais je suis un gros geek en général, là, que ce soit de jeux vidéo, de Donjons Dragons, pour ceux qui ont vu mon passage à OD. J'étais un mec. Attends, je me souviens plus. Ben, moi, j'ai fait OD en 2020. Ouais. Ben, c'était une année de chiasse, là. Fait que économiquement, c'était pourri. Le monde capotait. Moi, j'ai eu une année de business de merde. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok pour le fun. Je faisais des techniques de négociation. Parce que j'essayais de trouver un sujet, dans le fond, que c'est comme pas des opinions juridiques, là, tu sais, parce que c'est full spécifique ce que je connais, puis ça intéresse pas personne, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... C'est pour quelqu'un qui est curieux intellectuellement, quelqu'un peut faire comme c'est comme d'accord, ça m'intéresse légèrement, mais pas genre c'est pas passionnant. Fait que j'essaie de trouver un sujet qui comme touchait un peu tout le monde puis qui était pas couvert. Puis je trouvais que les techniques de négociation, c'était quelque chose que je connais bien puis qui, dans le fond, tout le monde peut en profiter, là, que ce soit pour une augmentation de salaire ou mes vidéos TikTok, ça finissait que j'aidais les jeunes à négocier avec leurs parents pour obtenir un chien, genre, tu sais, des affaires de même. OK, je savais même pas que t'étais sur TikTok. J'avais vu, t'avais comme un podcast, un bout de temps. Ouais, sur Instagram, mais moi, là où je suis devenu vraiment plus populaire, là, je peux pas dire que regarde, je suis pas une vedette internationale, là, mais j'ai vraiment comme percé sur TikTok en 2020, au début de la pandémie. Parce que moi, c'était l'isolement total, c'était vraiment poche, puis podcast santé mentale. Ma santé mentale était épouvantable. J'étais un gars qui aime ça parler, là, tu dois déjà t'en être rendu compte. Puis là, j'étais tout seul, 24 heures sur 24, pendant des semaines. Comme bien du monde. Ben oui. Ma consommation de bière a augmenté en flèche, ma consommation de weed a augmenté en flèche. La business, c'était pourri, fait que de l'anxiété avec le cash aussi. C'était vraiment une période de chiasse, là, tu sais. Puis j'ai commencé à faire, je vais faire des vidéos TikTok. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais faire un défi 30 jours. Tu sais, pour devenir bon à quelque chose, il faut que tu en fasses, là, tu sais. Fait que j'étais comme genre un TikTok par jour pendant 30 jours. Puis là, c'est là que ça a comme pété. Là. Ça a comme vraiment popé. Puis, longue histoire courte, je ne sais même pas pourquoi on parlait de ça, mais longue histoire courte, j'avais fait comme une fausse vidéo d'application à TikTok. Puis en 48 heures, je pense que j'ai... pas d'application à TikTok. Une fausse vidéo d'application en OD. C'était comme le temps des auditions. On était rendu au mois de juin 2020. Là. J'avais fait un faux vidéo là, où je disais justement que j'étais un bon négociateur puis même si je gagne pas, je vais être capable de convaincre tout le monde de faire finir en une grosse orgie ou quelque chose de même. Là, c'était genre... Wow, OK, j'ai vu ça. Ouais, c'était comme... c'est sur TikTok. Tu pourras aller voir sur mon profil quand tu as du temps à perdre. Mais bref, la prod m'a contacté après ça. Puis on fait comme... on sait que c'était une joke, mais si jamais ça tente de... Ils t'ont trouvé cute, ils ont dit. Le vidéo, mais tu sais, je pense qu'ils cherchaient beaucoup à l'époque du monde qui ont une certaine visibilité ou tu sais. Fait que c'était ça, là. Je perçais, j'étais comme nouvelle, la saveur TikTok du mois, là, finalement, là. Fait que c'est comme ça que ça m'a fait. C'était quand même avant-gardiste dans ce temps-là. Oui, là, justement, la portée organique sur TikTok était vraiment bonne, là. Tu sais, alors qu'à cette heure, tu fais n'importe quoi, le meilleur truc de toute ta vie sur YouTube, tu y mets tous tes efforts, tu vas avoir 3 vues, dont ta grand-mère, tu sais, qu'elle essaie de t'encourager. C'était ça, là, au début, là, mes podcasts sur YouTube puis sur Instagram, puis c'est comme... Il n'y en a pas de portée organique. Le but, c'est que tu payes des pubs pour promouvoir ton truc. Exact. Fait que, tu sais, bref, je compatis. Je sais que c'est tough partir au podcast. C'est vraiment tough. Puis, à l'époque, TikTok, il était plus, tu sais, c'était le début de la plateforme. Fait que, si tu faisais du contenu comme régulièrement, là, t'étais, écoute, poussé. T'étais dans le bon timing. Ah oui, j'ai pogné 100 000 abonnés en dedans d'un mois avec ça, là. Fait que, tu sais... Mais moi, je suis curieuse de savoir pourquoi t'as voulu créer une plateforme, dans le fond, pour éduquer les gens par rapport à ça. C'est parti de où, ça? Je trouve que, tu sais, des fois, je réalise pas... Dans le fond, la base, c'est comme l'information, c'est le pouvoir. Tu sais, information is power. C'est comme le classique. Mais c'est vraiment vrai, je trouve, au niveau financier. Je te conte l'histoire. Je pense que c'est un sujet qui est intimidant, j'ai envie de dire, pour bien du monde. Genre, on sait pas par où commencer. On sent... Personnellement, là, je me sens stupide, on dirait, genre, c'est quand que je... Tu sais, je suis comme, c'est quoi ces mots-là? On dirait que ça me valorise pas. Genre, je pense que
je sais pas si c'est sexiste ce que je veux dire, mais peut-être les femmes en général, tu sais, c'est comme peut-être un peu plus de blocage par rapport à... Ben, tu sais, je pense qu'il y a la culture québécoise, comme on a parlé un petit peu avant l'enregistrement, qui aide vraiment pas par rapport à l'argent, parce qu'à cause de comme notre héritage chrétien, tu sais, l'argent, c'est mal, en accumuler, puis tu sais comment c'est bizarre, OK? J'ai eu la réflexion suivante, parce que mon père, moi, il vient d'une famille, je viens d'une famille, parce que je viens de la famille à mon père, right? Je viens d'une famille où, en tout cas, à l'époque de mon père, c'était très les dernières familles traditionnelles. Tu sais, mon père a comme 15 frères et sœurs, là. Puis genre, mon grand-père, c'était ultra impliqué dans la paroisse, là. Puis, tu sais, comme... Mais c'est quand même bizarre que la culture chrétienne classique, puis je juge pas là, les gens qui sont croyants, franchement, libre à vous, là, mais je trouvais juste que c'est pour dire les grands mots. Il y a comme une dichotomie là, dans la pratique chrétienne, là, de faut que tu travailles tout le temps. Travailler fort, les durs labeurs. Du dur labeur. Mais, somehow, faut pas que tu sois capable d'accumuler. Faut pas que quoi, que tu sois capable d'accumuler. Pas censé être capable d'en mettre de côté, même si tu travailles 7 jours sur 7. Ouais. Really? Moi, je le sens. Comment tu fais? Moi, je pense qu'on m'a inculqué ça. Mais c'est quand même une drôle d'acrobatie intellectuelle. Là. Ouais. Normalement, si tu travailles 7 jours sur 7 pendant un an, là, j'espère qu'il en reste un peu à la fin du mois dans ton compte. Là, parce que, tu sais, c'est dur. Là. J'ai envie de rebondir sur le nombre d'épuisements professionnels. Là, en tout cas, parce que moi, c'est la raison de mon podcast. J'ai fait un épuisement professionnel de 2 ans et demi. Puis c'est de là que c'est comme. Au début de la pandémie. Ouais. C'est là, la pire période, genre, full apocalyptique. La fille est en dépression, tu sais, puis le monde s'effondre. Mais ça a été, ça a vraiment été rough. Puis là, ben, tu sais, c'est comme de constater tout ça, là, genre, toutes les croyances qu'on m'avait comme inculquées. Tu sais, moi, mon père, c'est un agriculteur. Ouais. OK. J'ai l'impression qu'on a comme le même genre d'origine. Là, c'est ça. Ouais, fait que, tu sais, moi, c'était ça, là. C'est comme, faut se travailler plus que les autres. Puis c'était comme ça que je me valorisais. Mais que je te vois accumuler une scène dans ton compte, ma petite voleuse. Tu sais, que tu l'as pas volé à personne quand tu travailles 7 jours sur 7, là, ton cash. Ouais, là, non, c'est clair. C'est comme, c'est bizarre. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Là. T'encourages même pas l'innovation. Tu sais, qu'en travaillant dur, tu vas t'en sortir mieux l'année prochaine. Non, année après année, c'est à recommencer. Puis tu t'es toujours au bas de l'échelle. Puis, tu sais, honnêtement, moi, cet argent-là que j'ai. Parce que, tu sais, je faisais que travailler. Fait que c'est sûr que j'en faisais de l'argent, puis j'avais même pas de temps pour dépenser. Genre. Fait que là, comment tu faisais pour pas en accumuler? Tu le donnais aux voisins? Je dis ça. J'avais pas le temps d'en dépenser, mais en même temps, je l'ai. En ce moment, je l'ai plus, là, cet argent-là. Fait qu'à quelque part, qu'est-ce que t'as fait avec? Elle est quand même partie. Ben, tu t'es payé du vin? Je trouve qu'on est dans une société quand même très axée sur le paraître. C'est tellement facile de se comparer. Tu sais, toutes les maisons Pinterest, ou tu sais, l'esthétiquement beau, parfait, puis acquérir des choses. Toi, tu parles de des choses que tu te payes, mais tu sais, ça peut être aussi on se fait faire un maquillage permanent. C'est vraiment en mode ces temps-ci. On se fait faire whatever. J'ai rencontré des gars moi, qui s'étaient fait faire dire oui, c'est ça. Là, genre, pour pas avoir de rides, tu sais, je commence à vieillir. Là, fait que, j'ai comme des petites pattes de doigts. Il y a du monde qui vont se faire remplir ça. Là. C'est drôle que tu parles de ça parce que j'essaie d'arrêter, justement. OK, tu te payes des affaires de même? Ben oui, en fait, parce que j'ai été cette personne-là. OK. J'ai été cette personne-là vraiment dans l'image. Puis, je veux dire, tu sais, quand t'es malheureux à quelque part, que t'as comme un vide intérieur. Ça te donne un boost, là. Tu sais, c'était. Ouais, puis tu sais, je veux dire, je dis pas que tout le monde, c'est ça, là. Je veux dire, je respecte les gens qui prennent la décision de faire ça, mais c'est juste que. Son truc, c'est ça, c'est juste que pour moi, ben, l'image était extrêmement importante, tu sais. Puis, c'est ça. J'ai mis vraiment des sous, genre, à des places que maintenant, là, quand j'amène plus de conscience par rapport à la valeur de l'argent, ben là, j'aurais peut-être dépensé autrement. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui va se reconnaître là-dedans. Qu'à un moment donné, souvent, on dirait que c'est comme dans la trentaine, là, que t'as des grosses prises de conscience. Tu te dis, OK, genre, ça me tente pas d'être esclave toute ma vie. Là. Ta vie, là, ouais. Puis, tu sais, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui se sentent comme ça. Tu sais, dans un. J'avais écouté, genre, un vidéo qui parlait de la pyramide de l'esclavage, de comme travailler. C'est quoi? Travailler, salaire, pour dépense. Faire plus de poudre, pour faire plus d'argent. Non, mais c'est con, mais c'est ça pareil. C'est comme le monde appelle ça en anglais, je pense, la rat race, là, où est-ce que dans le fond, c'est que t'es toujours en train de courir un peu après ta queue. Là, tu travailles pour ramasser de l'argent. Finalement, tout cet argent-là est dépensé dans des biens de consommation. Fait que qu'est-ce qui te reste à faire pour travailler? C'est comme... Mais c'est moi, je pense que c'est la réalité de la majorité des gens, là, de se sentir
prisonnier un peu de comme... Puis là, en plus, tu as des dettes, tu sais, comme faut que tu payes les intérêts sur ces dettes-là. Tu sais, mettons, tu as une dette de carte de crédit, là, c'est les pires, là, tu sais, quand tu es à 20 style, tu as des paiements des fois de 400-500$ par mois, juste d'intérêt, là. C'est comme 400-500$, c'est du cash, là, tu sais. Puis là, toi, tu fais juste payer comme de l'intérêt sur ta dette. Ça, c'est la rat race. Ça, c'est la prison, là. C'est l'esclavage moderne. Là. Ben, en même temps, si c'est toi qui t'es créé cette propre dette-là, c'est une chose, là. Après ça, si quelqu'un d'autre qui t'impose une dette, c'est différent, mais... Mais tu sais, c'est... En tout cas, moi, ma mentalité, c'était comme, je travaille tellement fort mais que je vais me gâter, tu sais, c'est comme, je vais pas compter. Je pense que c'est beaucoup ça, puis tu généralises, mais en tout cas, mais je pense qu'il y en a quand même plusieurs que c'est ça, leur relation, on est comme, hey, la vie, ça peut pas être juste travailler. Faut-tu en plus que je sois comme un asset, là, tu sais, rendu le vendredi soir, non, c'est du thé, puis c'est du tricot à soir, tu sais, c'est pas genre le restaurant. Ça demande des sacrifices de nos jours de mettre de l'argent de côté. Okay? Ben là, avec justement l'inflation en ce moment, écoute, c'est fou, là, je veux dire, mais on peut parler aussi des solutions peut-être pour ton audience, qu'est-ce que tu peux faire, tu sais, pour... C'est toute une balle. Ouais, là, c'est ça, exactement. Ben, c'est dépressif, là, comme sujet, mais tu sais, c'est ça la réalité, puis on le vit tous. Fait que je veux comme enlever les tabous par rapport à ça, puis je veux dire, on va en parler, on est plusieurs dans la même situation. L'information, c'est la clé, puis fait que pour revenir à la question de la plateforme, pourquoi j'ai créé ça, c'est que je trouve que dans les médias anglophones, il y a beaucoup d'informations de disponibles. Très à jour sur OK, telle action, Microsoft vient de sortir. Il y a beaucoup de contenu qui est poussé. Puis francophone, pas tant que ça. Il y en a un peu, mais pas tant que ça, pas aussi à jour. Puis c'est tellement vrai que l'information et le pouvoir en termes de finances, là, que si tu sais 2 jours avant tout le monde que Microsoft va lancer ChatGPT, puis ChatGPT, ça va être un succès mondial, puis tu achètes du Microsoft, ben tu vas faire de l'argent. Fait que littéralement, l'information, c'est le pouvoir, c'est la capacité à faire de l'argent dans le monde financier. Si tu fais n'importe quoi puis tu achètes tout ce que les crypto-monnaies que les influenceurs te poussent d'en face, ben tu vas faire faillite assez vite. Fait que c'est comme... Ce que je voulais faire avec cette plateforme-là, c'était profiter de l'aspect communauté, parce qu'une des plus grandes sources d'apprentissage, c'est qu'on apprend les uns les autres. C'est pour ça qu'on fait des podcasts, right? Tu profites de l'expérience des gens que tu passes en entrevue. Toi, tu t'apprends, mais ça te permet à ton audience aussi d'apprendre de l'expérience des autres. Ça, c'est un. De connecter en tant qu'être humain, c'est ça aussi. C'est ça, appartenir. C'est important, cet aspect-là. Puis, l'autre aspect, c'est l'aspect éducationnel important. Fait que j'ai fait une intégration avec ChatGPT qui résume des nouvelles. Là. ChatGPT, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est ça. C'est de l'intelligence artificielle que Microsoft a poussé. Et là, dans le fond, j'ai fait une intégration avec un agrégateur de nouvelles. Fait que là, tu as un logiciel qui va chercher plein de nouvelles anglophones, divisées en plein de sujets, soit crypto-monnaie, immobilier, entrepreneuriat, bourse, économie générale. Et ensuite, on envoie ça à ChatGPT. ChatGPT te fournit sur la plateforme que j'ai créée un résumé en 5 points de ces nouvelles-là, une à une. Fait que on résume en français. Fait que si tu parles déjà anglais, ça fait que sauver du temps. Tu lis pas mal plus de nouvelles en 5 points. C'est un paragraphe, les 5 points les plus importants. C'est tellement important ça, parce qu'on va tous se le dire que la majorité des gens, on a l'impression de manquer de temps dans une journée aussi pour s'informer. Là. Fait que tu sais, mettons, t'as 2 minutes, ça a bol pour regarder des nouvelles. Tant qu'à jouer à ton whatever quel jeu. Là. Ou tu sais, mettons, là, au lieu de lire une nouvelle, ben tu vas sur argentenor.com. Scroller Instagram à l'infini. Ouais, le doom scrolling. Exact. Fait que là, tu peux lire peut-être dans 2 minutes, là, même 2 minutes, tu vas peut-être lire une dizaine de nouvelles comme ça. C'est comme 5 points rapide. Puis c'est en français. Fait que ça donne accès à plus d'informations. Fait que c'était ça mon petit argentor.com, ma petite pub. Ben oui, on va le plugger. Là. Mais fait que c'est l'aspect informationnel. Puis, parce que je trouve aussi qu'en ce moment, c'est gratuit, by the way. Éventuellement, il y aura peut-être des fonctions payantes. Là. J'ai mis 10 000 $ à la table pour faire ça. Je sais pas si ça va pogner. Honnêtement, je m'en fous un peu. C'est comme un genre de service public actuellement. Là. C'est comme, allez-y si ça vous intéresse, puis l'information est là. Puis, mais pour l'instant, pour moi, je fais pas une scène avec ça. Là. Ça me coûte de quoi? Là, c'est de quoi? Là. Fait que c'est plus service public, parce que je trouve qu'en ce moment, c'est ça. C'est vraiment une période tough. Puis je trouve pas qu'il y a tant de choses que ça pour aider le monde à améliorer leur sort. Fait que là, tu sais, il y a même des espaces sur la communauté pour parler de ton entreprise, parler de tes
services si tu vends des services, poser des questions, échanger avec les autres, suivre les nouvelles. Puis c'est ça, là, je voyais un aspect aussi de réseautage à travers ça qui va pouvoir... Oui, ben parce que je pense qu'une des choses que les gens peuvent faire, puis ça refait un petit lien avec ce que tu disais avant, où est-ce que la relation à l'argent, souvent, les gens sont comme, ben, faut que j'économise, mais en même temps, ça me tente pas tant que ça non plus parce que je travaille tellement dur, j'aimerais ça qu'il... Tu sais, puis, mais il y a quand même un aspect, le silver lining du système capitaliste là, qu'on a, la beauté, puis c'est un problème en même temps à un certain niveau, là, mais tu sais, dans le fond, en termes d'économie, il y a quand même une limite à ce que tu peux réellement économiser là, concrètement. Là. Si tu veux rester... avec le prix des loyers. Le prix des loyers, le te déplacer pour aller à job, le prix de la voiture, tu as des enfants, il faut que tu les habilles. Oui, tu peux aller dans les friperies, oui, tu peux aller au Winners, oui, tu peux aller acheter des fruits pas de seconde main, là, ça se mange pas 2 fois, mais des fruits, mettons, de catégorie B, genre, tu sais, que tu t'en vas dans des petites fruiteries qui sont comme, c'est à veille de pourrir, fait que quand tu les achètes, c'est moins cher, j'aime ça faire ça. Mais c'est comme... Il y a quand même une limite parce que tu as des besoins de base. Puis à moins que tu sois comme isolé avec des panneaux solaires, puis comme tu as ta propre ferme, puis good for you, je suis content pour toi, là, tu es genre parfaitement autonome. Ouais, ça, c'est bien dur de dépenser en bas de, je sais pas, 1500$ par mois. Comment tu fais? Tu sais, c'est quoi le minimum réellement que tu as besoin pour vivre? C'est 1500, 2000, là? T'as au moins 500-600$ de logement. Au moins. T'as au moins 300$ de bouffe ou je sais pas trop quoi. Encore là, tu sais, tu t'énerves pas, là. Non, on parle du strict nécessaire. C'est probablement 1500$ par mois. Mon point, c'est que tu peux te concentrer, puis il faut que toujours garder en tête quand même combien d'argent sort, parce que tu n'as pas le choix. Si tu dépenses plus que tu gagnes, tu vas être pauvre toute ta vie, peu importe combien tu gagnes. Si tu gagnes 800 000 par année puis tu en dépenses 1 million, tu es quand même dans le trou. Fait que t'es pas plus avancé. Par contre, on est dans un système capitaliste, donc il n'y a pas de limite à combien tu peux gagner. Donc, l'intérêt est là pour quelqu'un qui veut dynamiser un peu ses revenus, mais on est dans un système parfait pour ça. Fait que c'est dur tu peux économiser plus que tu peux, puis il faut absolument surveiller les économies, mais une chose qui est très faisable puis que le système encourage, c'est d'en faire plus. Fait que ça, c'est une façon de vendre des services. C'est là le cercle vicieux à faire attention parce que, tu sais, on sait tous comment dépenser notre cash, dans le sens c'est tellement facile, on est tellement bombardés comme de publicité, puis là, genre, ben oui, c'est ça, on s'entend, c'est toujours plus difficile d'en gagner que de le dépenser, puis c'est facile aussi que même si tes revenus augmentent, si tu ne traques pas nécessairement tes dépenses, ça mène pas vraiment de conscience par rapport à whatever. Ben, il y a une inflation des besoins qui se passe. En fait, tu sais, littéralement, c'est prouvé que plus tu gagnes d'argent, plus tu relativises. façon de la dépenser. Ben il y a ça. Puis tu t'habitues aussi. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand on était, je sais pas, tous aux études ou plus jeunes, qu'on est bien cassé, ben on était bien content là, d'acheter 1 litre du marchand ou un litre de vin à Nicolas Laloux à l'épicerie. Là, tu sais, comme, c'était bien correct. Ouais. Mais là, à cette heure, tu t'en vas en visite pour un souper, t'achèteras pas le litre du marchand. Là, tout le monde s'entend à ce que tu achètes une bouteille un petit peu plus... Ben, il y a une pression sociale, tu sais, par rapport, je trouve. Par rapport à ça, tu sais, j'écoutais je me souviens jamais de son nom, Pierre-Yves McSween, ouais. Ouais, si je m'en allais avec ça, c'est... Ben, qu'il y a la pression sociale pour dépenser. Ouais, c'est ça, tu sais, que lui, bon, il disait, tu sais, moi, quand j'avais, je sais pas, là, 16 ans, là, puis que ma vie, c'était de la merde, en voulant dire, j'étais dans un mini-appartement avec comme 3 personnes, puis nos lits étaient séparés, genre, avec des draps, mais on le savait pas, notre vie, c'était de la merde, là, genre, dans le sens, parce qu'on se comparait pas à travers les réseaux sociaux. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça, en tout cas, pour moi, je constate que il y a comme un peu une pression là, parce que c'est tellement facile de voir la vie des autres. T'as l'impression que tout le monde est riche à part toi, finalement? Ben oui, puis ben c'est ça. C'est le contraire, là. Les riches, c'est l'exception, là. C'est pas... tu sais, c'est... Écoute, regarde, mettons, tu sais, juste des fois, les perceptions bizarres qu'on a, mettons, par rapport aux avocats, je pense que t'as 50% des avocats au Québec qui font pas 50 000 par année.
T'sais. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste une illusion aussi, dans le sens. Ben oui. Puis, tu sais, surtout si tu consommes du contenu de belles maisons, puis tu consommes des contenus de belles voitures ou des contenus de super belles personnes, ben devine qu'est-ce que l'algorithme va te pousser. Juste ça, parce que c'est ça qui t'intéresse. Fait que toi, tu as l'impression que c'est ça la réalité. Là. Il y a juste du beau monde qui conduisent des Ferrari au soleil. Ben, faut faire attention à ce qu'on consomme, parce que c'est sûr que c'est ça nous influence. Puis c'est maintenant l'heure du segment Eros. Eros que j'aime de tout mon cœur, qui est là depuis le tout début. Je sais pas si vous le réalisez, là, mais si ça serait pas d'Eros, je serais pas ici, d'accord? Vous seriez pas en train de m'écouter. Eros qui me supporte dans ce projet-là, qui supporte aussi la mission, qui est la libération des tabous sur la santé mentale. Puis, c'est grâce à eux que vous avez ce contenu-là. Donc, une façon de m'encourager et de les encourager, c'est d'utiliser le code promo qui est Liberté15 dans le but d'avoir du plaisir, de vous découvrir sexuellement. On a envie d'avoir du fun. Puis Eros aussi met sur la libération des tabous par rapport au plaisir sexuel, mais aussi normaliser les discussions par rapport aux jouets sexuels. Fait que, au travers les épisodes, j'essaie d'introduire le sujet. C'est pas tout le temps facile, là, en fonction des sujets qui est abordé, mais j'essaie vraiment de l'introduire, tu sais, puis les invités repartent aussi avec des jouets. Fait que, si ça vous tente de venir parler avec moi, vous allez repartir avec un beau jouet. Le sac ici qui est plein, fait que les gens s'amusent à regarder qu'est-ce qui se cache là-dedans, puis choisissent qu'est-ce qu'ils veulent repartir avec. Donc, voilà. Regardez le site, le lien est là. Si vous voulez des conseils, il y a un clavardage en ligne pour demander conseil. Puis sinon, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir parce que je m'amuse beaucoup de ce temps-ci. Puis je commence à bien les connaître. Fait que Liberté 15, encore, amusez-vous! J'ai l'impression aussi qu'on a peut-être de la difficulté à faire des sacrifices aussi par rapport à, justement, tu sais, l'économie, en tout cas. Pour moi, c'était pas naturel dans ma vingtaine de me dire, je vais faire attention, Ouais, c'est contre-intuitif un peu parce que, tu sais, en plus, ce serait comme le meilleur moment pour commencer à investir pour plus tard parce que, tu sais, il y a tellement un effet que le temps joue en ta faveur que plus tu commences de bonne heure, même si c'est pas des grosses sommes, quand t'es rendu, mettons, tu mets à 20 ans, tu mets 100$ par mois ou 50$ par mois, whatever, c'est quoi la hauteur de tes moyens, hey, reste ces sommes-là qui ont de l'air, somme toute, raisonnables, rendu à 60, 65, quand tu as le temps de prendre ta retraite, tu vas dire comme, oh, OK, tu sais, c'est vraiment, c'est contre-intuitif, parce que, en plus, quand tu sors des études, mettons, tu pognes ta première job, là, t'es comme, yeah, tu sais, tu es devenu indépendant de tes parents, puis là, c'est comme, tu veux profiter de ton blé, là, finalement. Là, fait que, c'est comme, tu te dis pas... non, c'est sûr que c'est vraiment... Mais c'est les sacrifices que tu vas faire là, c'est ça qui vont finir par te payer plus tard. Mais tu sais, je pense qu'on est peut-être dans une société qui est axée sur le plaisir plus instantané. C'est comme, non, Chris, moi... c'est pas ma retraite que ça me tente d'en profiter. Tu sais, je pense qu'on notre génération, puis les plus jeunes, j'ai l'impression, tu sais, c'est beaucoup ça. On veut comme en profiter maintenant. Sauf que moi, j'ai été cette personne-là, comme non, si je travaille tellement, je vais en profiter, puis c'est pas mon mindset, je vais tout le temps faire l'argent en an. À un moment donné, pas avec mon mur. Plus professionnel, puis là, je suis comme, OK, je réalise, je suis pas un robot. Ouais, non, c'est ça. Genre... puis j'ai tellement moins d'énergie, je sais pas quel âge, mais tu sais, moi, je suis rendu à 34. Bon, puis je trouve vraiment que comme... tu sais, faut pas que je normal, puis tu sais, c'est comme un miracle quand je réussis à travailler 8 heures, tu sais, c'est comme... Pas trop d'alcool, oui, puis tu sais, c'est pas rare que, je vais aller faire une petite sieste, c'est comme, t'as pas la même énergie en vieillissant, fait que tu sais, c'est vraiment, il y a des principes, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, dans le fond, moi, j'ai une approche vraiment avec l'argent où est-ce que j'ai droppé complètement, moi, cette notion-là d'église, de faut se sentir mal, de faire des sous. J'ai accepté que c'est ça notre société, où est-ce que, garde, faut que tu travailles pour faire des sous, puis idéalement, tu essayes de maximiser combien de sous tu fais pour le même nombre de temps. Parce qu'il n'y a personne qui a plus que 24 heures dans une journée.
Fait que faut que tu essayes que les quelques heures qu'on a rendues à notre âge, qu'on a de l'énergie, ben faut s'organiser pour que ça soit payant. Sinon, crime, on va vivre dans la rue. T'sais. Fait que... Ouais, puis c'est comme, souvent dans la trentaine, j'ai l'impression que le stress embarque un peu de comme, OK, je suis comme dans les grosses années où justement, je suis encore jeune, je suis posée comme avoir de l'énergie, puis là, moi, je me sens en retard. J'ai tellement focusé sur ma carrière. Je suis devenu avocat à 22 ans. Ça fait déjà 12 ans que je suis avocat. J'ai focusé là-dessus au bout. Moi, l'argent, c'est bien important. Acheter, devenir propriétaire, acheter un deuxième immeuble, mais malgré tout, quand je regarde tout le monde qui est en couple depuis 8 ans, marié, des enfants, je suis comme, hop là. OK. Genre, je me sens fucking en retard, là. Ah ouais? Ouais, vraiment. Mais tu l'es pas sur d'autres choses, c'est ça, tu vois. Mais gars, moi, je suis pas mariée, je suis pas propriétaire. Fait que, tu sais, j'imagine, je suis pas la seule ici, genre, qui est quand même pas la trentaine, qui se demande, non, mais la pression sociale, tu ressens tout le temps. Écoute, t'es sur Instagram, le monde est beau, tu sais, puis le monde est... Calvaire, tout le monde est riche, puis là, my God, tout le monde a des bébés. Puis moi, je travaille en bobette dans mon sous-sol, même. Je veux dire, c'est pas très glamour, là. C'est pas pour rien, je fais pas des stories sur mon quotidien. Là. C'est comme, salut, je suis encore assis devant mon bureau, à rien faire. C'est ça, la vie, man! Ouais, c'est ça. Je révise un contrat, c'est pas excitant, là, tu sais. C'est comme... Mais l'immobilier, là, tu sais, en ce moment, là, je veux dire, c'est clairement pas accessible à tous. Il y a des gens qui vont pas... Ils vont jamais pouvoir y accéder, probablement. Ben, je pense que, premièrement, si tu as un budget limité, là, mettons, si tu as 5 à 10 000 $ là, de côté pour faire un move en immobilier, tu sais, t'es vraiment mieux d'aller dans des plus petites villes, là. Mais Montréal, oublie ça. Je veux dire, si tu veux un projet à 200 000, tu sais, autrement dit, mettons, tu as 5 % de mise de fonds, tu peux acheter là, maintenant. Là. Fait que, tu sais, mettons, avec 10 000 $, tu pourras acheter quelque chose à 200 000. Mais est-ce que tu le conseilles? Je sais pas si tu veux aller là. Mais j'ai pas de conseil financier à donner, mais c'est juste que mais si tu ton pouvoir d'achat, avec ton même 200 000 $, tu vas avoir bien plus gros, bien plus intéressant à Trois-Rivières qu'au centre-ville de Montréal. Ouais, mais ce que je veux dire, tu sais, dans le fond, acheter sans avoir réellement la mise de fonds. De 20 %? Ouais. Ben oui. Okay. Absolument. Ça dépend à quel taux, puis ça dépend c'est quoi le produit, là. Mais tu sais, dans le fond, ils appellent ça l'effet de levier. Puis ça, tu peux l'utiliser en bourse aussi, mais dans le fond, c'est d'utiliser de la dette pour faire un... Parce que dans le fond, la façon de calculer, c'est tout le temps... puis là, je peux m'éparpiller, puis peut-être mon explication ne sera pas claire. Fait que si je dis n'importe quoi ou c'est pas clair, tu me le dis. Okay. Mais dans le fond, c'est que ton hypothèque, là, mettons, est à, mettons, on va dire 5 % en ce moment. Quelqu'un qui se prendra un variable, là, une hypothèque variable d'un matin, elle sera à 5 %. Mais le marché immobilier peut croître de 10 % par année. Fait que même si ta dette, techniquement, elle te coûte 5 % par année, ton immeuble fait 10 % par année. Ouais. Mais tu n'aurais jamais pu faire ça si tu n'avais pas fait le montage financier avec la banque là, d'aller chercher une hypothèque. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, là, mettons, là, on va prendre l'exemple du tu as 10 000 $, tu achètes de quoi à 200 000. Okay? Il n'y a plus grand-chose à 200 000. Ah, à Montréal, à part une claque d'en face, c'est genre, il n'y a rien qui t'attend. Là, c'est genre, c'est ça. 200 000 $, c'est genre, va-t'en. C'est sûr qu'il y en a qui vont faire leur deuil probablement de jamais peut-être. Ah, si tu veux rester à Montréal, écoute, il y a des condos, je pense, à partir de 250, peut-être que là, mais il faut que tu vives dans petit. Là, c'est pas, puis après ça, tu as les frais de condo aussi. Mais l'exemple que je veux faire, pourquoi je pense que ça vaut la peine, c'est, mettons que puis 10 % par année pour l'immobilier, c'est beaucoup, mais on vient de vivre 2 années à quasiment 30 % back-to-back. Là, fait que c'est des choses qui arrivent. Là. Mais mettons que sur ton 20 000 $, tu fais 10 % par année parce que c'est des bonnes années. Okay? Mais tu vas faire 10 % de 200 000, tu vas faire 20 000 par année de profit. Mais tu as toujours bien juste mis 10 000 $ au début. Là. Ouais. T'sais, après ça, tu payes tes frais puis tu fais tes paiements mensuels. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça vaut la peine de s'endetter pour acheter des actifs de qualité. Okay. La dette est un excellent moyen de s'enrichir. Surprenamment, c'est contre-intuitif. Hein? Okay. Parce que tu te dis, mais pas de la dette de carte de crédit pour acheter du linge. Mais non, pas des biens. Pas quelque chose qui est. De consommation. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Quelque chose qui est un actif, quelque chose qui a une valeur puis qui va s'apprécier en valeur. Parce que le pari que tu fais quand tu prends une dette pour acheter un actif ou un immeuble ou pas une voiture parce que ça se déprécie, mais mettons que tu achètes une entreprise, mettons que tu achètes whatever, des actions en bourse, ton pari que tu fais, c'est que ton actif va grossir plus vite, va grandir plus vite que ta dette. Ta dette est à, mettons, 2 %, 3 %, 5 %, mais ton actif s'apprécie à 10 %. OK. Fait que l'immobilier, ça reste
ça reste une valeur sûre? Ben, c'est un marché qui est bien établi. Moi, je me demande un peu, tu sais, c'est pas... Moi, bon, mon Dieu, on dirait que j'ai eu genre 8 pensées en même temps. C'était comme full pas un début de phrase normal. Moi, full buggé. Trop de trucs à dire. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que, tu sais, premièrement, comme tu le dis, c'est pas super accessible. En tout cas, surtout pas comme Montréal et les régions. Là, c'est fou raide. Là. La moindre des maisons, c'est 500 000 000. C'est un demi-million. Là, tu sais, c'est comme c'est du cash. Là. Mais... Fait que c'est peut-être pas la première bonne affaire où mettre ton cash parce que ça prend dans le fond une bonne grosse mise de fonds. C'est ça. Mais par contre, aller en bourse, puis en bourse, il y a des ce qu'on appelle des REITs en anglais, là, mais c'est comme des fonds boursiers qui font de l'immobilier. Ah ouais? Okay. Ouais, c'est ça. Tu achètes dans le fond des parts dans une compagnie qui fait de l'achat puis de la gestion immobilière. Fait que si tu veux quand même, tu crois que le marché immobilier est un bon marché, ben tu peux acheter des parts dans cette compagnie-là avec 100$. Là. Fait que c'est juste que la différence, c'est que tu n'as peut-être pas un levier de dette. Tu sais, qu'est-ce qui fait que ça, my God, je suis devenu riche avec l'immobilier? C'est qu'avec 5%, tu peux aller chercher 100% de l'immeuble. Fait que dans le fond, la banque fait x20 à ton pouvoir d'achat. C'est x20 avec ta dette. Donc, toi, tu considères que la bourse, dans le fond, c'est une option intéressante à s'intéresser pour moi, ce que je pense, c'est que c'est un outil, mais c'est un outil excessivement dangereux. Là. Je recommanderais vraiment pas à quelqu'un qui n'a pas le temps l'éducation de commencer à choisir des actions en bourse. Ça c'est bon, ça c'est bon. Faites affaire avec votre conseiller financier parce que il y a des principes de diversification qui doivent s'appliquer. Il y a des principes de aussi c'est quoi ton profil de risque. Je fais juste dire c'est une des options qui sont possibles. Mais mettons que justement une personne aurait envie de considérer ça. Commencer à investir. La meilleure chose, puis c'est vraiment, vraiment plate, mais en même temps, c'est ça. Tu sais, parce que investir, mettons, en bourse, il y a vraiment des trucs de base qui sont comme infaillibles, mais c'est plate. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Ils appellent ça en anglais DCA ou Dollar Cost Average. Mais dans le fond, tu sais, la bourse, là, ça varie vraiment beaucoup. Fait que c'est vraiment pas recommandé d'essayer d'acheter nécessairement au plus bas du marché ou de revendre au plus haut du marché. C'est impossible de savoir, c'est vraiment difficile. 90% des gens qui font du day trading, là, qui à tous les jours sont sur la bourse puis qui vont vendre puis acheter, 90% sont déficitaires. Ah, ouais. Ça donne une idée. Là. C'est vraiment tough. C'est c'est quasiment de la luck. Là. Il y a toutes sortes de techniques. Il y a du monde qui vont pitcher des rushs. C'est juste parce que t'es pas bon que tu fais pas d'argent. Mais les stats, c'est ça. 90% des day traders font pas de cash. Fait que moi, je dirais juste, trouve-toi un bon conseiller financier et fais du DCA. Dans le fond, du DCA, là, c'est à chaque fois que ta paye rentre aux 2 semaines, tu vas mettre un montant de côté. That's it. Okay. Toujours le même montant pendant des années. Qui se prend automatiquement. Ben oui. C'est le premier conseil que tu donnerais. Tu te payes en premier. Tu payes ton future self en premier. Tu mets 100$, c'est 100$ que tu peux mettre. Ben c'est 100$, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Il peut même se prendre automatiquement puis que tu... tu le vois pas passer. Ouais. Puis juste en faisant ça, tu annules toute la variance du truc. C'est mathématique. C'est si tu achètes toujours le même montant ou tu l'augmentes, peu importe, mais de façon régulière, c'est la meilleure façon d'aller contre la bourse. Puis après ça, ton conseiller va te présenter des produits qui sont bien diversifiés. Ouais. C'est plate, là, tout ça, ce que je suis en train de dire. Là. Rien d'excitant là-dedans. Là. Tu ne deviendras pas riche demain matin avec ça. Là. Mais ouais, c'est comme... C'est ça la meilleure façon. Il n'y a rien de facile. Il n'y a pas de miracle, finalement. Non. C'est ça. C'est comme l'exemple si tu veux éviter des problèmes, il y a une petite responsabilisation à faire, puis de comme aller chercher les outils, finalement, puis... comme dans pas mal tout. Paye-toi en premier, pense à toi. C'est comme ton future self, ton futur toi, comment il va se sentir. Quand tu tapes une sale brosse, là, t'empruntes ton bonheur du lendemain. Là. C'est comme tout le bonheur que tu pourrais avoir demain, tu le mets dans ta soirée. Mais j'adore ce que tu amènes parce que ça me fait penser. J'écoute beaucoup des trucs sur la dopamine en ce moment. Dopamine détox avec nos téléphones. Puis tout, on est beaucoup... Mais je pense qu'on est drogués à ça. Parce qu'on vient tous ADHD à cause de ça. On est tous... Totalement. Mais tu sais, c'est ça, je pense, un peu comme je disais tantôt, le plaisir instantané, on veut profiter, c'est là qu'on veut se sentir vivant. Mais là, dans le fond, c'est comme on nuit à notre plaisir plus durable à ce moment-là. Fait que je pense que c'est important d'amener plus de conscience. Parce qu'après ça, il n'y a rien d'aussi le fun que scroller pendant 1 heure sur TikTok où tu te fais pousser tout le meilleur contenu que tu aimes par l'algorithme. Mais tu te sens encore vide. Après, ben oui, c'est ça. Mais t'es comme sur un débuzz de comme...
Ouais, je pense que ça peut être un peu la même chose avec l'argent. Tu sais, c'est comme instantanément, c'est comme une poussière de dopamine, de comme acheter puis tout, mais tu sais, c'est prouvé aussi que, je pense que c'est le plaisir ou le bonheur que ça t'amène, c'est quand même très éphémère. Ouais, versus si t'en mets de côté, tu sais, la paix d'esprit après. Comme ben oui, la sécurité. Liberté, oui, c'est ça. Ouais, que tu peux avoir. J'ai une question sûrement un peu stupide, mais tu disais, conseiller financier, est-ce qu'on a accès à ça gratuitement? Ben oui, la banque a fait des profits avec ça. Là. Fait que si tu vas voir, mettons, Desjardins ou whatever, là, la Banque de Montréal, peu importe, les autres, ils ont des conseillers. Ou ton argent, mettons. Là, ouais, ben c'est pas gratuit, mais c'est pas comme si elle allait t'envoyer une facture. C'est plus si tu places ton argent là, Desjardins, va prendre un pourcentage annuellement. OK. Donc, c'est comme ça qu'ils font leur argent. Mais t'as pas de facture, t'as pas de bill de consultation. Non, c'est ça. OK. Puis quand tu rencontres justement un conseiller financier, lui peut te parler des différentes options. Oui, c'est ça. Ils vont parce que tu as un profil de risque. Tu as quelqu'un. Le but, c'est que tu ne fasses pas d'anxiété en te couchant le soir. Fait que faut que tu choisisses un truc de placement qui va correspondre à ce que toi tu tolères comme risque. Pour pas que tu fasses d'anxiété. Là. Fait que tout dépendant. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, plus tu es prête à prendre du risque, plus tu vas avoir un portfolio qui va avoir des actions dedans. Ça veut dire parce qu'il y a plus de volatilité. Puis moins t'aimes ça le risque, plus il y aura des obligations où il n'y a pas beaucoup de volatilité. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'ils veulent éviter que tu capotes quand ton portfolio d'actions fait moins 25 %, là, comme tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prêt qui a le goût de vivre ça. Que quand ils vivent ça, ils sont comme « Oh, je vais vendre. » Mais c'est le pire moment pour vendre, t'es au plus bas. OK, fait que ça... Bon, j'ai l'impression de devenir un adulte. En écoutant cette conversation. Si, là, je prends des notes, là. Je suis comme, OK, là, c'est fini, là, la jeunesse, là. Mais non, mais c'est même pas de couper. Tu peux faire des folies. Il faut s'amuser dans la vie, là. Mais c'est comme, paye-toi en premier. Ou est-ce que c'est comme, ta paye rentre, mets ton 100$, au lieu de le mettre, ton premier 100$, de le mettre sur du linge ou de le mettre sur whatever ce qui te fait plaisir, un nouveau jouet, whatever it is. Mets-le de côté tout de suite, puis après ça, aie du fun avec ton cash. Y a-tu un pourcentage conseillé, le minimum qu'on devrait idéalement mettre de côté à toutes les payes, mettons? Ben, je pense que 10%, c'est un chiffre que beaucoup de monde utilise. Mettez ce que vous pouvez. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Moi, j'essaie d'en mettre vraiment beaucoup. J'ai une stratégie personnelle agressive parce que j'ai eu, à cause de ma profession, puis à cause que j'ai eu des bons clients, tout ça, j'ai eu une augmentation rapide de mes revenus plus jeune dans ma vingtaine. Puis je voulais pas me faire pogner par ben là, à cette heure, il faut que je sauve une Mercedes pour être content. Faut que j'aille toujours dans les meilleurs restos. Faut que ci pis ça. Je m'habille encore aux Winners. Je chauffe encore une Toyota Corolla 2010. Toute rouillée, une vieille... Une Mazda, même chose en 2012. C'est ça. Tu sais, je fais attention à l'inflation des besoins pour pas que, parce que je gagne plus de cash, automatiquement, il faut que je mange du caviar en me levant le matin. Là, fait que je fais attention à ces choses-là. Moi, personnellement, je mets quasiment 35% de ce que je gagne de côté. OK. Fait que ça dépend. Ça dépend, mais 10%. La raison pour laquelle je suis capable de mettre 35%, c'est parce que je gagne plus que 2000$ par mois. Si tu gagnes 1500 par mois, je vois pas comment tu peux mettre de côté. C'est ça que ça coûte vivre de base. Fait que c'est plus, si t'as de l'extra là, de plus, ben là, essaye de mettre une portion appréciable de cet extra-là. OK. Puis je sais que tu voulais aussi, on avait parlé de la négociation de salaire parce que justement, avec l'inflation... Oui, ben les solutions, qu'est-ce que tu peux faire en ce moment, dans le fond? Là? Si on rentre... c'est quoi les solutions? Qu'est-ce que tu peux faire pour prendre le contrôle? Puis ça, parce que c'est une approche que j'aime beaucoup, puis je sais pas si tu en as traité dans ton podcast à quelques occasions, mais se responsabiliser par rapport à c'est quoi qui se passe, je trouve que ça donne du pouvoir. Ça donne une impression de contrôle. Puis t'es plus victime, t'es plus, c'est ça. C'est l'économie, c'est pas de ma faute, c'est ça. Regarde, ce qui est dans ton contrôle, là, c'est que tu peux améliorer ton sort. T'es en contrôle de ta vie. Tu peux changer de job. Tu peux faire une side gig, commencer à vendre tes services le soir. Tu peux te créer un compte OnlyFans si t'es là-dedans. Tu peux... Whatever it is. Moi, je juge pas. C'est comme... je te parle comme un capitaliste là, pur. Là. C'est comme... Qu'est-ce qui t'empêche, à part peut-être l'énergie, puis des fois, les enfants, il y a plein de contraintes qui peuvent s'appliquer. Mais mettons que t'as pas toutes ces contraintes-là qui font que t'as pas de temps, t'as pas d'énergie, t'es malade, tu peux vraiment rien faire de plus. Si t'as la capacité, ben essaye de faire de quoi de plus. Puis la base,
La base, c'est une augmentation de salaire, right? Tu ne changes rien, tu fais juste faire le même job, mais tu es payé plus. Fait que là-dessus, il y a plein de choses que les gens peuvent essayer, à tout le moins. Puis c'est des techniques de négociation qu'on peut placoter. Un des gros points en négociation, c'est que c'est un jeu de pouvoir. Dans le fond, qui a le plus de pouvoir? Et puis souvent, c'est l'employeur, right? C'est lui qui est le boss, c'est lui qui décide combien tu gagnes, c'est lui qui décide de c'est quoi ton niveau de vie, finalement. On est quand même dans un moment, je pense que les employés, on a quand même le gros bout du bâton. Oui. Pas si pire, des bonnes moments. C'est ça. Il y a une certaine rareté de main-d'œuvre en ce moment. Et il y a eu beaucoup d'inflation. Ouais. Donc, l'argument numéro 1 pour dire, écoute, j'arrive plus, boss. Je veux continuer à travailler pour toi. C'est le fun. J'aime la place. Mais j'arrive plus. C'est pas un secret là, qu'il y a de l'inflation. Là. Fait que là, si tu me donnes pas quelque chose qui a de l'allure, là, plus que 2%, dans le fond, tu me dis qu'il faut que je travaille pour moins cher. Parce que c'est ça, la Parce réalité. Que le nouveau coût de la vie, j'ai pas conservé mon niveau de vie, moi, là, à rester ici. Puis, ben non. J'ai perdu 10% de mon niveau de vie. Fait qu'il faut que tu me donnes une augmentation. Il doit y avoir beaucoup d'entreprises au privé. Oui. Tout le monde, en ce moment, c'est une des raisons, j'ai jasé de ça sur d'autres podcasts. Parce que la dernière période de comme hyperinflation qu'on a eue, c'était comme dans les années 70, ça fait 40 ans. Okay. Mais la grosse différence avec cette période-là, c'est que c'est les boomers. C'est dans les années 70, les boomers étaient sur le marché du travail ou arrivaient sur le marché du travail massivement. Fait que c'est comme... si tu veux pas faire la job, il y a quelqu'un d'autre qui va la vouloir, man. Ouais, il y avait tellement de monde, c'est ça. Alors que en ce moment, il y a une rareté de main-d'œuvre. Ce qui fait en sorte que si tu veux garder ton monde, tu vas augmenter leur salaire. Mais si tu augmentes leur salaire, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Les compagnies augmentent leur prix. Fait que c'est comme un cercle d'inflation qui va être un petit peu difficile à briser. Parce que c'est comme définitivement le monde va augmenter les salaires. Tu veux garder tes employés. Tu veux pas qu'ils s'appauvrissent année après année. Tu veux qu'ils soient heureux et qu'ils travaillent bien. Fait que idéalement. Idéalement. Si tu veux les garder. Mais ça, c'est l'autre point que je voulais faire. Puis c'est par rapport au jeu de pouvoir là, de base. Là, une des pires pensées que tu pourrais avoir, là, je checkais mon français là-dedans, mais une des pires pensées que tu peux avoir dans une négociation de salaire, c'est de penser que cet emploi-là, c'est ta seule option. Avoir des options, c'est de renverser le pouvoir qui est dans la relation. Si tu as l'impression d'être prisonnier à un endroit que tu peux pas, tu as donné tout le pouvoir à l'autre personne. Ça s'applique à tout. Je vous laisse vous faire vos idées. Mais le point étant que si tu t'en vas pour négocier ton salaire avec ton boss, ça pourrait être une bonne idée d'avoir magasiné un peu le marché avant puis voir, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est prêt à t'engager pour ce salaire-là. De prendre la peine de faire un petit peu de magasinage. Chercher. Ça va peut-être te rassurer. Peut-être que tu vaux plus cher que tu pensais même. Par rapport à... l'expérience. Que t'as, peut-être. Puis le marché évolue. Peut-être que ton boss, lui, sa business, c'est de la merde. Fait qu'il peut pas te donner une augmentation de salaire. Mais il y a peut-être d'autres business qui t'apprécieraient, qui seraient capables de te payer à la juste valeur de tes services. Fait que le fait d'avoir des... Oser chercher. Mais oui, il faut peut-être des alternatives. Si t'as pas d'alternative, c'est la même affaire avec les banques. Si tu t'en vas pour magasiner pour une hypothèque ou pour un conseiller financier... Pourquoi tu prendrais le premier du bord? Dans le fond, c'est une game de proximité, là, comme dans les années 30, où finalement, tu te maries avec la voisine parce que, guess what, c'est ce qu'il y avait de plus proche, tu sais. C'est comme, il y a bien plus d'options que ça dans la vie. Puis si tu veux pas être esclave de ta relation, puis là, ça peut être des relations personnelles, ça peut être des amis, ça peut être des ci, ça peut être des... whatever it is. Si tu as des options, si tu as des alternatives, ça change la balance du pouvoir. Donc, j'aime ça. Magazine, des jobs. Hey, ça fait déjà plus que 2-3 ans que tu es à la même place. Guess what? C'est bien correct de changer de job. C'est le temps de prendre ton courage aussi, puis d'aller avoir la discussion qui n'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Parle avec des recruteurs en premier, sur le side. Avant que tu sois fed up, puis que tu fasses juste une genre de crise à ton patron. Puis le patron, tu peux être bien calme, ou patronne, là, je dis comme patron, comme whatever, mais le point, c'est que tu en vas voir ton ou ta boss, puis c'est pas besoin d'être une crise, c'est garde, j'arrive plus, l'inflation me ramasse, j'aime beaucoup travailler ici, j'aimerais ça, penses-tu que tu es capable de me donner tant, mettons? Là, il dit non, je suis vraiment pas capable, on reverra l'an prochain, puis guess what, je t'aime pas à face, mais tu dis, écoute, puis en passant, va chier, tu sais, genre, OK, qu'est-ce que je fais ici? Ça s'est vraiment bien passé.
Ouais, c'est ça, genre un petit meeting de merde. Mais que tu peux aussi juste faire ah, ben écoute, c'est vraiment plate, j'aurais aimé ça rester ici, mais j'ai une offre ailleurs qui me donne ce que je veux. Fait que... Puis tu parles de recruteurs des agences quelconques qui peut nous aider à. Oui. Ben oui, le monde, là, dans le fond, ça, c'est vraiment... OK, peut-être que ça, c'est pas connu, mais l'industrie des ressources humaines au Québec est dominée. Puis c'est même plus ça ailleurs, là. Mais au Québec, c'est encore ça. C'est des chasseurs de tête. Ouais. Donc, c'est du monde qui sont payés à pourcentage de ton salaire s'ils te trouvent puis te placent dans une business. OK? Fait que eux, leur job, c'est de travailler pour toi en quelque sorte. Carrément. Ça te coûtera jamais une scène. C'est ton patron de l'autre bord qui va payer pour ce service-là. Fait que toi, tu parles avec le plus de headhunter ou de chasseurs de tête que tu peux. Puis il y en a plein, là, des affaires, le job illico, job boom. Il y en a plein. Là. Fait que faites votre recherche chasseur de tête, emploi dans ton domaine. Là, puis allez parler à ce monde-là, donnez-leur votre CV. Puis tu dis, hey, je magasine, là, je me cherche de quoi, je suis plus capable ici. Là. Fait que c'est d'être proactif, finalement. Oui, ben, tu as trouvé des options. Okay. Après ça, dans les autres techniques, juste avoir des options, je veux dire, c'est la base, là. Je veux dire, c'est comme si tu n'as pas le choix de faire de quoi, là, non seulement tu vas te sentir un peu esclave, j'allais dire, ça va te faire chier, mais là, j'étais comme le niveau de langage. Mais comme, c'est toujours mieux d'avoir des options, là. L'autre affaire qu'il faut garder en tête, c'est un truc qui est super important en négociation, c'est le timing. Tu sais, mettons, tu es avec ton chum, là, ton chum vient de se cogner l'orteil sur le coin d'une table. C'est-tu le moment de lui dire « Hey, on s'achète-tu un chien? » Non, c'est clair. Fuck non. C'est comme il est en train d'avoir mal. C'est comme c'est pas le bon moment. Par contre, s'il vient de prendre sa première bière, il est détendu, il vient de rigoler, tu sais. Peut-être que tu préfères que ah tiens, je vais te montrer des photos de chiens, genre, tu sais, peut-être que c'est un meilleur timing pour aborder un sujet, tu sais. Mais c'est la même chose pour une augmentation de salaire. Si t'entends que ton patron, genre, il vient de perdre un contrat ou whatever, il est en train de gueuler, il est rouge comme une tomate, c'est une mauvaise journée. Je sais pas, moi je déplacerais peut-être mon meeting à une autre journée, tu sais, pour parler de mon augmentation de salaire. Fait qu'il y a toujours une question de timing. Ça, on le contrôle pas vraiment tout le temps, on le sait pas si c'est une mauvaise journée pour ton patron la plupart du temps, mais... Si tu es à l'écoute puis tu peux être un petit peu intuitif, c'est des fois... Des fois, il y a des périodes de rush à la job, c'est peut-être pas le moment. Tu sais, mettons, t'es dans ton resto puis il y a genre 100 assiettes à la minute qui sortent de la cuisine, peut-être pas le temps d'aller faire comme « Hey, je veux parler de mon salaire. » Tu sais, c'est comme, il y a des moments qui vous sont peut-être plus propices. Je pense que c'est peut-être du monde qui deviennent trop empathiques par rapport à leur patron puis leur dire « Ah, je le sais. » Peut-être que je sais pas, tu sais, qu'ils ont conscience que la business va peut-être pas assez bien ou tu sais, whatever. Des fois, il y a des patrons qui veulent. Dans ce cas-là, trouve-toi une alternative. Non, c'est vrai. C'est pas. Ultimement, puis c'est peut-être moi qui manque de cœur là-dedans, mais à un moment donné, c'est pas ton employeur et. C'est ton employeur, là, à moins que ce soit ton meilleur ami. Il faut que tu prennes ton bac à toi en premier. Ben, c'est ça. On est dans une société où, tu sais, la pomme que tu manges ou le kombucha, qui est délicieux d'ailleurs, que je bois, il peut pas être bu une deuxième fois. Là. Fait que fondamentalement, c'est comme l'argent qui vient dans mes poches, ben, il est dans mes poches. Fait que, tu sais, c'est comme, il peut pas être superposé à deux endroits en même temps. Fait que, maintenant, il faut que tu penses à toi au moins pour ta survie. Là. Après, pour l'extra, on donne 50%. 50% de mon salaire s'en va au gouvernement et donc à mes pairs québécois et canadiens. Fait que, tu sais, je me sens pas mal, après avoir payé 1 heure sur 2 de mon travail, de pas être extra charitable on top. Là. Tu sais, c'est comme, genre, ça va, là, 1 heure sur 2, c'est pour le voisin. Fait que, je pense que c'est d'apprendre à se faire confiance aussi, tu sais, dans ses capacités. Là, on en parlait un petit peu avant le podcast. C'est peut-être quelque chose qui... Tu sais, si tu penses que c'est trop challengeant d'aller demander une augmentation, mais... Trouve-toi une alternative. Oui, il y a l'alternative, mais aussi de comme apprendre à avoir confiance en ses compétences. La valeur de ses compétences, des fois, ça peut être difficile pour les gens. Ça. Si tu n'as pas confiance ou tu as peut-être un syndrome d'imposteur, raison de plus pour t'exposer au marché en parlant avec des recruteurs. Ouais. Parce que dans le fond, eux autres, ils vont faire comme « Hop là, t'as un bon profil. Hey, justement, j'ai de quoi, là? Tu serais peut-être dû pour devenir... gestionnaire dans telle affaire là, au lieu d'être à la porte d'entrée. C'est vrai, j'ai vécu ça, moi, parce que moi, j'avais tout le temps ce sentiment-là de... Je me brûlais à l'ouvrage, il fallait tout le temps j'en donne plus que le client demande. Puis, tu vois, j'ai eu un ami, justement, qui était recruteur, puis j'étais comme... je connaissais pas trop ça, fait que là, j'étais allée le voir, puis on dirait que
Bon, à ce moment-là, j'avais comme un manque de confiance. Puis, tu sais, je l'ai vu dans sa face. C'est intéressant, là, comme ton parcours, tes expériences. J'étais comme, OK, tu sais, ça fait du bien, justement, d'avoir des avis, tu sais, externes. Puis après, tu n'auras pas l'impression que tu te sens coincé d'avoir une conversation confrontationnelle avec ton ou ta patronne, là, tu sais, genre, tu sais, si tu as peur de ce type de meeting-là, bon, ben, envoie ton CV à des recruteurs, puis ça finit là. Ils vont te dire, hey, c'est vraiment cool, on a de quoi pour toi. Puis tout ce que tu auras à dire à ton patron, c'est, ben, sorry, j'ai trouvé de quoi d'autre. Too bad. Fallait que tu m'apprécies avant. Non, c'est ça. Je sais que tu voulais peut-être parler de reprenariat. Ah, mais ça fait partie des autres solutions. Tu sais, mettons, quelqu'un qui veut se lancer en affaires. Tu sais, là, on vient de parler d'augmentation de salaire, qui est peut-être le truc pour tout le monde qui veut garder, tu sais, qui veut pas nécessairement changer de vie. Quelqu'un qui veut pas nécessairement commencer à faire une side gig le soir. Tu sais, parce qu'une des façons faciles de, je pense, si vous avez des compétences, c'est de vendre vos services. On est dans un manque de main-d'œuvre absolu actuellement. Donc, il y a plein de monde qui ont besoin de toutes sortes de choses, là. Fait que ce soit des boomers qui veulent rester plus longtemps à la maison pour pas aller en centre d'accueil pour personnes âgées, que ce soit... Il y a plein de besoin. Fait que de vendre vos services de soir, tu les vends pas mal plus cher que si tu étais salarié à l'heure, là. Comme travailleur autonome, tu veux dire? Exactement. Ça peut être une side gig facile. S'inventer une job, de se créer une job. Ça peut être une side gig pour commencer. Je me lancerai pas sans client là, du jour au lendemain. Mais mettons, tu as une job en service à la clientèle à 15-20 piastres de l'heure là, dans un endroit. Mais de soir, tu peux offrir tes services, peut-être aussi dans le domaine du service à la clientèle, à des gens que tu connais, ou tu peux commencer à te partir un petit truc sur Facebook ou sur whatever ta clientèle est où. Puis là, au lieu d'être 15-20 piastres de l'heure, tu vends tes services 30-40 piastres de l'heure. Puis tu fais ça le samedi après-midi puis le dimanche après-midi ou une soirée par semaine. Puis tu gardes ta sécurité à quelque part. Fais un petit coussin là, pour balancer. Puis je conseillerais pas, tu sais, l'autre aspect, on a parlé d'entrepreneuriat, j'en ai parlé souvent, je pense que tu as même enregistré un autre podcast aujourd'hui sur le sujet. Mais l'entrepreneuriat, un des trucs que les gens réalisent pas, c'est que quand tu pars une start-up, la statistique poche, vraiment plate, c'est que 95% des start-up vont faire faillite en 5 ans. 95, tant que ça? Ouais, c'est vraiment mauvais. En 5 ans, OK. C'est genre, t'es quasiment mieux de sauver du temps, là, de sauver 5 ans de travail à 100 heures par semaine, puis d'aller le gambler au casino, là. C'est que t'as plus de chances de gagner au blackjack en une soirée que de réussir ta start-up dans 5 ans. Fait que tant qu'à ça, sauve-toi du temps, va-t'en jouer au blackjack. Okay? Ouch! C'est vraiment poche pour faire de la start-up. Mais, et ça, c'est un autre. Mais il y a des start-up qui sont moins risquées. Et justement, offrir des services, là, c'est l'affaire la moins risquée que tu peux faire. Parce que tu as moins d'investissement. Tu n'as pas de coût en main-d'œuvre. C'est toi. C'est toi qui vends tes compétences. Oui, puis tu n'as pas nécessairement besoin d'acheter un immeuble ou de louer, tu sais, dans le sens où tu vends des services. Tu t'ouvres une page Facebook gratos, tu fais une petite vidéo de présentation, tu parles de ça à tes voisins, tu vas faire... Tu commences avec ton entourage. That's it. Puis tu vas peut-être pas devenir millionnaire avec ça, mais tu peux peut-être te créer un beau petit side gig, aller promener des chiens, man. Tu promènes des chiens, 5 chiens en même temps, à 20$ de la promenade par chien, tu viens de faire 100$ en 1 heure en promenant 5 chiens en même temps. Faut être créatif, puis il faut vouloir y mettre un petit peu de juice. Là. Ouais, un petit peu de juice. Mais ça coûte rien. Tu peux le faire ça coûte en presque rien. Puis l'autre affaire, c'est que les services... C'est risqué, finalement. Ben, c'est beaucoup moins risqué. Puis les services, ça suit l'inflation. Ou est-ce que si tu es bon dans ce que tu fais, le monde, ça leur dérange pas de payer plus cher. T'as pas de coût en main-d'œuvre, t'as pas d'augmentation de coûts en viande pour vendre ton hamburger. Là, c'est toi, là. Ben oui, c'est vrai. Ouais, c'est un aspect vendre ton service, pour ça j'en parle, plutôt que lancer un produit, là, c'est vraiment moins risqué de lancer un service que lancer un produit. Ouais. Tout à fait. L'autre affaire que je voulais parler de ça, parce que je pense que c'est un gros phénomène actuellement, c'est le reprenariat. L'alternative à l'entrepreneuriat, qui est comme l'idée que tu crées from scratch un produit, une compagnie. Ouais. T'as plein de boomers qui partent à la retraite en ce moment. C'est pas une surprise, là, c'est un phénomène de société. Je suis sûr qu'il est bien placé. J'ai de la misère. Si tu vas l'avoir, il compte. Il tombe tranquillement. Mais là, je pense que je pense que oui. Le reprenariat, dans le fond, c'est que tu as plein de boomers qui partent à la retraite, puis on est dans une période économiquement difficile. Fait qu'il y a plein de business à vendre. Puis là, on parle de des business qui ont déjà des états financiers depuis 5 ans et plus, qui ont passé là, le cap de 5 ans la plupart du temps, qui ont déjà des clients, ils ont déjà un produit, un service, ils ont déjà tout fait la
job tough, là, la job sale de starter une start-up. Là. Ils ont fait les erreurs. Ils ont tout fait, là, puis là, ils sont rendus à vendre. C'est pas mal plus sécuritaire. Fait que, tu sais, des fois, ça peut valoir la peine. Quelqu'un qui est prêt à faire le saut là, pour changer de vie, là, qui veut opérer à temps plein. Puis ça peut être bien plus rentable que d'acheter un bloc appart. Là. C'est où qu'on peut accéder à ces informations-là? Il y en a plein de sites. Je suis content que tu poses la question. Comme il y a plein de sites, il y a acquisition.biz. Le Québec a mis sur pied un organisme financé par le gouvernement qui s'appelle le Centre de transfert en entreprise du Québec, le CETEC. CTEQ, qui est un index qui rassemble, dans le fond, c'est comme une liste de recherche. Ça, il faut s'inscrire, ça coûte 120 $. Mais dans les sites gratuits, il y a occasiondaffaires.com, acquisition.biz, il y en a même sur Centris, il y en a plein. Et ça, c'est basé sur le nombre, dans le fond, le prix de vente est évalué en fonction du profit de l'entreprise. Donc, c'est beaucoup plus rentable, peut-être un peu plus risqué, mais beaucoup plus rentable d'acheter une entreprise qui opère et qui est déjà rentable depuis plusieurs années que d'acheter un bloc appartement, par exemple. Parce qu'en ce moment, acheter un bloc appartement à Montréal, tu vas payer ça des fois 20 fois les revenus, des fois 30 fois les revenus. C'est fou, là, c'est déficitaire à mort là, comme opération. Là. C'est pas rentable du tout acheter un bloc à ces facteurs-là. Mettons, le bloc génère 50 000 par année là, de revenus locatifs avec les locataires. Le monde va vendre le bloc 1 million, 1,2 million. C'est fou comment c'est cher. Dans le fond, c'est pas rentable, c'est déficitaire. Tu achètes un business déficitaire. Fait que pourquoi tu ferais ça, right? C'est bizarre. C'est parce que c'est de l'immobilier, c'est toujours rentable, c'est toujours ci, c'est toujours ça. Il y en a qui doivent se faire berner à fond, j'imagine. À fond la caisse. Puis en ce moment, c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui vont se mettre en vente dans les mois qui vont venir parce que l'économie, les taux n'ont pas fini de monter. Là. Mais l'autre affaire que je voulais dire par rapport au reprenariat, c'est que le monde va vendre leur business en ce moment, peut-être des fois entre 3 et 5 fois les profits de l'entreprise. Donc, si une entreprise fait 50 000 de profit, là, pas 50 000 de revenus comme 50 000 de revenus pour ton bloc, là. Non, on parle de 50 000 de profit qui sort de là à la fin de l'année, ils vont le vendre 150 000 en ce moment. 3 ans d'opération de profit. Au lieu de 20 fois les revenus. C'est malade, là, la différence, là, à quel point. Puis pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent opérer des business. Ouais, dans le fond, c'est, pour parler en grands termes, c'est une catégorie d'actifs qui n'est pas très populaire, loin d'être aussi populaire que l'immobilier ou les actions en bourse. C'est parce que ça a été plus glorifié, genre l'immobilier, puis on n'est pas assez éduqué. Totalement. Totalement. C'est ça qui s'est passé. On s'est fait avoir. Non, pas nécessairement. Je pense que c'est juste, de toute façon, c'est pas tout le monde qui est fait pour être patron d'entreprise. Mais non, là, c'est pas tout le monde qui est fait pour avoir des portes non plus. Non plus, c'est ça. Fait comme si c'était la seule option. Mais c'est ça. Je pense que le reprenariat offre des vraiment belles opportunités en ce moment parce que ce qui se vendait 10 fois les profits avant la pandémie, en ce moment, ça se vaut 3 à 5 fois les profits. Puis des fois, le vendeur va te financer à 90%, t'as même pas besoin d'aller voir avec la banque. Il y a vraiment j'ai vu passer des affaires là, dans les dernières... Est-ce qu'on peut se faire supporter à travers ça? Oui. Moi, ça me fait plaisir de vous aider comme avocat. Je vends mes services. Je peux vous aider à racheter une business, l'évaluer, tout ça. Fait que là, c'est comme clin d'œil. Je peux vendre mes services, right? Mais je sais qu'il y a des subventions aussi. Le CETEC peut débloquer des subventions pour t'aider à payer tes experts. Fait que là, tes avocats, tes comptables, pour monter ce dossier-là. Les banques aussi ont des programmes pour t'aider à acheter. Il y a plein d'affaires là, pour quelqu'un qui... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que 90% des business sont des petites ou médiums entreprises, des PME. Puis là-dessus, c'est 50% de l'économie que ça représente. C'est un gros chunk de l'économie, là, les petites, moyennes entreprises. Là. C'est vraiment pas, c'est pas toutes les grosses entreprises qui constituent. C'est 50%, c'est des petites business, la réalité. Et donc, tu as beaucoup de petites business à vendre en ce moment, ce qui fait que le prix n'est pas si élevé que ça. Là. Il manque de repreneurs, là, dans le fond. Fait que quelqu'un en ce moment qui se dit « Oh my God, je veux peut-être changer de job, je veux changer de vie un peu, puis je veux peut-être pas prendre le risque là, de me faire une start-up, reprenariat. Regardez les business qui sont à vendre, il y a vraiment des bons deals. Là. Je connaissais même pas le concept. Le terme. Fait que c'est le Québec qui l'a inventé il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont comme créé pour faire un pitch de... On a-tu fini le podcast? J'ai regardé, excuse-moi. Ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Je sais pas... je sais que j'avais noté la crypto.
crypto. Je sais pas s'il y a d'autres sujets. Oui, mais ça, je pense que les gens, il faut qu'ils soient conscients que c'est comme une catégorie d'actifs qui est risquée. Fait que comme n'importe quel truc dans lequel tu investis, il faut que tu sois conscient de c'est quoi le niveau de risque et que tu alloues une portion de ton portfolio qui est raisonnable, plus c'est risqué. Fait que, tu sais, de la crypto, c'est très volatile, c'est très risqué. Ouais. Fait que mets pas tout ton argent là-dedans, mais en une portion raisonnable, peut-être 5%. J'ai comme l'impression qu'on se fait peut-être influencer ou qu'il y a comme comment dire, on va peut-être pas chercher nos informations à la bonne place, parce que je trouve que, mettons, moi, sur Insta ou même sur YouTube, tu sais, c'est comme si c'est valorisé. Mon micro. Ouais, le monde est comme, c'est pro-crypto à fond. Ouais. Moi aussi, je suis pro-crypto, je suis pro-technologie qui est derrière tout ça, parce que c'est vraiment une innovation là, d'un point de vue financier. Notre système financier est tellement arriéré, là. C'est genre, en tout cas, je vais pas me lancer là-dedans parce qu'on va repartir pour une heure. Mon chum est là-dedans, là, puis à fond. Là. Ben, c'est que... En fait, moi aussi. C'est plus lui qui s'en occupe, là, clairement. OK. Ben, c'est bien correct. Moi, je pense qu'il y a vraiment du positif là-dedans. Mais après, compte tenu du niveau de risque de la patente, faut que tu y alloues une portion qui est raisonnable, qui t'empêche pas de dormir le soir. Oui, parce que parce que il me semble tantôt tu parlais de les youtubeurs puis tout ça, c'est-tu un bel endroit pour s'éduquer ou on préfère la plateforme? Oui, je pense qu'il y a des sources là-dessus qui sont intéressantes. Ouais. Après ça, il faut jamais oublier que, comme tout producteurs de contenu sont financés par des commanditaires. Ce qui me rappelle d'ailleurs que tu as des commanditaires aussi, right? Ouais. Tu vas l'avoir, ton jouet. C'est ça. Je t'ai pas oublié. Puis donc, il y a bien des vidéos qui vont faire la promotion de dire « Oh my God, c'est tellement safe, ce crypto-là, c'est tellement de l'avenir, ce crypto-là. » Regarde, honnêtement, je pense que le meilleur truc que tu peux faire en ce moment, si tu veux du exposure, là, tu veux t'exposer un peu le portfolio, moi, c'est ce que je fais. Dans le fond, le CELI, c'est un bon truc pour placer de l'argent parce que si tu fais des gains avec ton CELI, c'est pas imposable, c'est clair d'impôt. Donc, le CELI, pour moi, c'est un bon endroit pour mettre des trucs qui sont plus risqués parce que si tu fais x10 à ton argent, ben ça sera pas imposable, right? Fait que le CELI, c'est un bon endroit. Puis donc, dans la bourse, ce que tu peux mettre dans ton CELI, il y a des compagnies qui minent du Bitcoin, qui produisent quelque chose. OK. Donc, tu pourrais peut-être acheter un peu de compagnie de minage là, de Bitcoin. Fait que déjà, c'est relié au Bitcoin qui est l'actif le plus sécuritaire dans toute la panoplie là, qu'il y a là-dedans. Ouais. Puis en plus, ben là, c'est une compagnie qui a des ordinateurs, qui a des actifs, tu as de l'inventaire, ils produisent de l'argent, ils ont des états financiers, ils ont quelque chose. Tu achètes des parts là-dedans. Quelque chose de solide sur lequel tu peux te gager, puis tu sais, c'est ça. Puis là, tu peux mettre ça dans un mécanisme de placement comme le CELI qui est libre d'impôt. Ouais. Fait que, tu sais, si tu es prêt à mettre un petit peu d'argent là-dedans, tu peux le laisser vieillir dans ton CELI, puis après une couple d'années, ben, peut-être que tu vas pouvoir retirer tout ça. Moi, c'est ça que je fais avec mon CELI. J'utilise mon CELI pour faire des trucs technologiques. Quand je fais mon stock picking, là, quand je choisis moi-même ce que je vais chercher en bourse, je mets ça dans mon CELI. Puis tout le reste qui est comme mes REER, j'ai un holding aussi avec différents... J'ai des placements dans plusieurs compagnies, mais en tout cas, tout ce qui est la majeure partie de mon argent, c'est pas moi qui la gère. Ah ouais? Ah oui. Mais justement, par rapport à la bourse, puis, tu sais, bourse crypto, tu sais, est-ce que il y a des gens qui offrent des services pour te supporter un peu là-dedans, genre pour te starter, mettons? Ton conseiller financier, puis si tu veux de l'information, c'est tiens-toi au courant des nouvelles. Puis là, ma communauté argentnord.com, tu vas pouvoir te tenir au courant de bien des sujets. La crypto, c'est un de ces sujets-là. Je pense qu'il y a une centaine de nouvelles par semaine sur la crypto qui est résumée sur la plateforme. Quand même. Fait que si tu veux être à jour, c'est un très bon moyen. Puis pour les gens qui trade quotidiennement, ça peut être un très bon moyen de se tenir au courant. Moi, je veux pas empêcher quiconque de... Tant mieux, c'est quelqu'un qui est bon et capable de faire de l'argent en tradant des cryptos, en tradant en bourse, tout ça. C'est juste vraiment pas quelque chose que je recommanderais à monsieur, madame, tout le monde parce que c'est hyper risqué. Et puis là, tu sais, dans le fond, est-ce que tu aides vraiment le monde en les convainquant de prendre un méga niveau de risque? Je pense pas. Je pense que tu les aides en leur donnant une solution qui est assez facile d'approche, puis qui est un peu que c'est dur de se tromper. Puis ce qui est dur de se tromper, en réalité, c'est d'acheter à toutes les 2 semaines quand tu reçois une paye un montant prédéterminé. Puis la grosse majeure partie de ça, 95% de ça, tu le fais gérer par quelqu'un d'autre. Moi, c'est ça que je fais. Je connais plein de choses sur plein de sujets. J'en fais du stock picking.
Pas 100%, c'est pas moi qui le fais au complet. Parce que, qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Si je me plante. Puis des fois, je me plante, là. J'ai perdu, il y a FTX, je sais pas si tu connais, ton chum connaît sûrement. FTX, c'était un méga plateforme de trading de crypto-monnaie. Écoute, c'était comme le Saint Graal des plateformes de trading. Ils ont fait faillite, j'ai perdu 150 000 $. Tabarnak. Ça fait mal, là. 150 000 $. Mais ça m'a jamais empêché de dormir parce que c'était de l'argent que j'avais accepté, que c'est une partie de combien je vaux, que c'est comme je suis prêt à le perdre, que je suis prêt à, tu sais, c'est un pourcentage que j'étais prêt à risquer. C'est ça, ouais. J'étais conscient que puis c'est ça l'important. Si c'était le 150 000, mon premier 150 000 que j'ai comme individu, puis c'est avec ça que je vais prendre ma retraite, je serais démoli, là. Il y en a que c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que quand la première étape, quand tu vas faire un investissement, c'est quoi le niveau de risque? Donc, plus c'est risqué, plus ça devrait être une petite portion de ton portfolio. Je comprends. Fait que si t'es pour faire une start-up qui a 95% de chance de faire faillite dans 5 ans, mets pas tout ton cash. Mets-en une petite portion. Même affaire pour aller acheter des cryptos obscurs là, recommandés par un influenceur weird là, sur TikTok. T'sais. Ah non, c'est ça. Ben, c'est correct d'en essayer des affaires, mais comme 90%, vendue, envoie-moi ça au conseiller financier sur automatique. Garde, c'est ça, prendre une retraite puis préparer ta retraite, c'est ça. C'est pas censé être excitant. Tu m'as vendu à fond, là. Je suis... Voilà. T'as-tu un code promo? Maintenant, tu disais que c'était gratuit. Mais oui, en ce moment, argentdon.com, allez voir. Je pense que c'est une bonne source d'information. Ça résume plein d'affaires sur plein de sujets. Puis on est une communauté, fait qu'on peut se poser des questions, puis on s'entraide. Comme pas la dinette. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Je pense qu'on a passé au travers tout. Là, t'avais hâte. Hein? Le cadeau! Ah! Tu le savais que ça s'en venait? Oui, puis tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi, oui. Ben, je vais te laisser le déballer, en fait. Excuse-moi, j'ai sali le sac. Un matin, j'ai foutu le bordel dans mon sac. Masturbateur. Ouais! La tornade, la nouveauté chez Ross. Aïe, aïe, aïe. Je veux te remercier pour tes conseils. Je pense que c'est même en forme de bouche. Tu me donneras tes feedbacks. Ben oui, je vais vous laisser savoir la tornade, comment elle a traité ma verge. Approuvé par Renaud. Ça. Mon orgasme apprécie. Je vous ferai un suivi. Ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation, c'était cool. Yes. Puis je vais mettre les liens, évidemment, de ta plateforme. Tout, je pense que clairement, il y avait un besoin là. Puis good job, pour vrai, pour cette idée-là. Ben, merci. Merci de m'avoir invité. Super beau podcast. Ça fait plaisir. Merci.